Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plein Phare, le podcast business 100% breton. Nous sommes Mathilde et Yann, deux entrepreneurs brestois dont l'objectif est de mettre en lumière la Bretagne et son dynamisme économique. Nous avons le plaisir de vous présenter Philippe Rogdas, cofondateur d'Ozoai, une start-up bretonne en plein développement, notamment grâce à une levée de fonds de 4 millions d'euros. Pour la présenter en quelques mots, Ozoai crée des solutions d'intelligence artificielle dans la reconnaissance sonore. Leur premier produit est Harry, un boîtier conçu pour analyser les sons dans les chambres des résidents d'EHPAD et avertir les soignants en cas de problème pour une intervention ciblée et rapide. Si vous avez envie d'en apprendre plus sur l'intelligence artificielle au service de la santé, vous êtes sur le bon épisode. On vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Philippe, merci d'avoir accepté notre invitation à participer à Plein Phare. On s'était rencontrés au Meet and Beer organisé par l'équipe de la French Tech de Brest. Pour ceux qui ne te connaissent pas et qui n'ont pas eu l'occasion de t'écouter, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter Ozoai, s'il te plaît? Alors bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Donc je suis Philippe Rogdas, l'un des 4 cofondateurs de la jeune entreprise Ozoai. Alors moi je suis un produit brestois, j'ai fait mes études ici. Je m'étais expatrié pendant un certain temps, j'ai vécu en Grande-Bretagne, aux États-Unis et en Espagne, et je suis revenu dans la région pour créer Ozoai avec donc 3 autres associés, donc qui sont Claude Bérou pour le premier, qui était la pierre angulaire de l'édifice. Claude Bérou est donc un scientifique de renommée internationale puisqu'il est l'auteur de plusieurs brevets majeurs dans l'univers des télécommunications. C'est un peu grâce à lui qu'on a des téléphones portables aujourd'hui. C'est ça. Il est membre de l'Académie des sciences et il a travaillé sur des sujets d'intelligence artificielle au cours de la dernière décennie, on va dire. Et donc, on a eu l'idée de la création d'entreprise au travers d'une rencontre de Claude par Olivier Menut, autre cofondateur, aujourd'hui CEO de l'entreprise et vieux camarade de classe puisque nous étions au lycée ensemble. Et on a associé un autre camarade, Gilles Debune, qui lui a une fonction de plus technicien, puisqu'il est l'informaticien de la bande. Et donc on en est à la 3e année, là on va fêter notre 3e anniversaire prochainement. Le sujet d'Ozoai, c'est donc de l'intelligence artificielle, un petit peu particulière, puisqu'on s'intéresse à la reconnaissance intelligente des sons, et on a développé un produit qu'on déploie dans des structures du médico-social, ça veut dire des EHPAD et des foyers d'accueil de personnes en situation de handicap, dans lesquels on va comprendre les besoins des résidents, en analysant les sons et en comprenant par exemple qu'un résident est tombé ou par exemple qu'un résident exprime un besoin et en transmettant l'information aux soignants. Alors juste pour resituer un petit peu le niveau technique de l'équipe, Claude Bérou, il a quand même reçu le prix Marconi, donc qui est un petit peu le Nobel ou l'équivalent du Nobel dans les télécoms et l'information. Et c'est un cercle très fermé puisque il y a une trentaine de lauréats qui sont tous des personnalités hyper prestigieuses type Sergey Brin, entre autres. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est passée la création d'Ozoai et lequel de vous 4 a eu l'idée? Alors en fait, la création d'Ozoai, c'est vraiment un dialogue en fait, qui était né entre Olivier Menut et Claude Bérou. C'est ces 2 éléments, c'est les 2 ingrédients initiaux. Et le projet, bien sûr, il a évolué depuis ces phases de gestation-là. Et donc là, il y a eu des contributions des 4 cofondateurs, mais de beaucoup d'autres intervenants aussi extérieurs, et depuis qu'on a commencé à recruter des salariés de l'entreprise. Donc c'est un processus qui a maturé assez longtemps. On a initialement, nous, voulu, depuis le début, identifier en fait des capacités de l'IA dans la reconnaissance des sons comme pouvant apporter de nouveaux services. C'était notre objectif, et on s'était dit très rapidement qu'on voulait déployer ces services-là auprès de personnes fragiles ou fragilisées. On avait en tête finalement que c'était améliorer la capacité de compréhension, améliorer l'audition de certaines personnes potentiellement. Donc initialement, on avait commencé avec un projet qui était très orienté personnes malentendantes ou empêchées d'entendre, puisqu'on voulait se servir de ces algorithmes-là pour expliquer, dépeindre en fait un environnement sonore à des personnes qui ne pourraient pas le comprendre. C'est une idée qu'on n'a pas complètement abandonnée aujourd'hui. Par contre, en parlant avec des professionnels de la santé, médecins notamment, on a été propulsé, je pense que c'est le terme adéquat, vers l'univers qui nous intéresse aujourd'hui, parce que dans un EHPAD, par exemple,
les soignants repèrent beaucoup des besoins des résidents en prêtant l'oreille. Et on s'est rendu compte qu'on était en train de potentiellement imaginer une nouvelle source d'information capable d'amplifier finalement des besoins en les filtrant dans la chambre, comprendre certains sons, certains bruits, et on transmet ces informations pertinentes aux soignants. Du coup, si je comprends bien, ce changement stratégique, c'est plutôt un changement d'opportunité pour répondre à un besoin que vous avez perçu lors de la phase de développement. Est-ce que ça n'a pas été compliqué d'amener ce changement ? Si, c'était un changement qui a été compliqué parce qu'on changeait d'univers. C'était un changement qui était sans doute bienvenu aussi parce qu'on s'est rendu compte que notre ambition initiale était peut-être un petit peu débordante finalement, en travaillant dans l'univers plus cloisonné finalement, reproductible des EHPAD. On évitait certains des écueils de la diversité des sons du quotidien de tout un chacun. Et on a commencé en plus, nous, à travailler la nuit. C'est vrai que la nuit, dans un EHPAD, je dirais qu'il se passe quand même moins de choses et donc il y a moins de bruit et moins de diversité de bruit que dans le quotidien, le jour de tout le monde. Donc moins de bruit parasite pour permettre de mieux analyser les sons qui nous intéressent. Alors moins de bruit parasite et puis moins de bruit en général. Donc notre objectif, finalement, il est d'être capable de tout comprendre. Alors, c'est à prendre avec des pincettes ce que je dis. Bien entendu, notre objectif dans une chambre de résident n'est pas de tout comprendre. On veut extraire des informations qui sont utiles aux soins, à l'accompagnement, ou des informations que le résident voudrait transmettre aux soignants s'il le pouvait directement. Par contre, ça impose quand même d'avoir une bonne compréhension de tout ce qui peut s'y passer pour être capable d'extraire de l'information pertinente. Le but, c'est aussi d'éduquer la solution pour reconnaître de plus en plus de bruit. Oui, ça c'est tout l'enjeu en fait de l'intelligence artificielle, c'est qu'on a besoin de lui montrer le chemin et de lui fournir des datas pour la rendre performante. Donc c'est tout l'enjeu en fait des premières années de la vie de l'entreprise qui nous a permis d'expérimenter et d'enseigner finalement à nos algorithmes quels étaient les bruits intéressants. Encore une fois, pour améliorer l'accompagnement, pour mieux sécuriser les résidents, c'était pas inné pour les algorithmes. Il a fallu qu'on aille récolter des données dont on pourrait nourrir ces algorithmes. Justement, pour que tout le monde comprenne bien l'échange qui va suivre, est-ce que tu peux nous donner ta propre définition de l'intelligence artificielle, qu'on parte tous sur un même pied d'égalité? Alors, ce ne sera pas une définition de technicien parce que je ne le suis pas. Tant mieux, comme ça sera plus clair. L'intelligence artificielle, c'est une capacité de logiciel à finalement prendre des décisions de façon un petit peu autonome. Et donc, c'est quelque chose qui est essentiellement destiné à assister l'humain dans la sélection de l'information, voire la prise de décision. Pour bien comprendre, est-ce que tu peux nous expliquer comment s'installe la solution ARI et son fonctionnement de type ? Alors, aujourd'hui, on installe dans des chambres des tout petits boîtiers, puisque la captation du son, c'est pas très compliqué aujourd'hui. Donc, c'est des petits boîtiers qui ont déjà une petite capacité de calcul dans chaque chambre, qui nous permet notamment d'anonymiser, qui est extrait des chambres. Et ensuite, le gros de notre traitement, il est réalisé sur le cloud, donc en distanciel, et ça nous permet de bénéficier d'une puissance de calcul bien supérieure, et puis d'une architecture qui nous permet aussi de diffuser extrêmement rapidement toutes les mises à jour, donc d'améliorer en continu le système, et on sait que finalement le service qu'on rendra demain sera meilleur que celui d'aujourd'hui, qui était meilleur que celui d'hier. Voilà, donc c'est pour ça aussi qu'on a choisi cette architecture du cloud. Est-ce que tu peux nous donner un exemple précis, par exemple un patient qui tombe pendant la nuit, comment ça se passe ? Alors le système finalement opère en continu et analyse en temps réel sans enregistrer les sons, et quand il repère un bruit anormal ou inquiétant, un petit peu sur le même principe que celui du soignant qui passe à proximité de la chambre l'aurait fait, ou finalement de celui du parent qui veille sur ses enfants à distance en prêtant l'oreille, on va repérer des sons, encore une fois, inhabituels ou inquiétants, qui vont nous alerter et déclencher l'intervention, le passage dans la chambre. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Le soignant reçoit l'information à distance sur des petits smartphones qu'on lui remet. Ça marche aussi avec des tablettes si le soignant en est déjà équipé. Ça va permettre au soignant d'écouter les quelques secondes de son jugés inquiétants par notre système. On l'a baptisé ARI pour mieux l'incarner. Donc ARI envoie une alerte sur un téléphone, par exemple, d'un soignant, et le soignant à distance
va pouvoir écouter quelques secondes du son jugé inquiétant. Ça, c'est un progrès majeur par rapport à ce qui existe dans les établissements médico-sociaux ou sanitaires, les appels malades là, qu'on trouve en tête de lit, qui vont sonner dans un coin et qui vont ne fournir aucune information aux soignants, qui donc ne sait pas évaluer de l'urgence de l'intervention. Et dans ces univers-là, il y a besoin d'évaluer pour les soignants à quel point c'est urgent d'intervenir. Pour mémoire, dans un EHPAD la nuit, il y a 2 soignants pour 80 à 100 résidents. Donc voilà, ça illustre quand même ce besoin-là et cette distance qui sépare les résidents. Et comme je parle de la différence aussi par rapport à l'appel malade et ce qui nous occupe dans les EHPAD, c'est le caractère automatique du service qu'on apporte qui est apprécié des soignants parce que dans ces établissements-là, parce que la population y vieillit, on estime qu'il y a 10 à 20% des gens qui sont en capacité physique ou cognitive d'appeler à l'aide finalement en utilisant ces dispositifs qui sont mis à leur disposition. Cette solution automatique-là permet donc de répondre à plus de besoins des résidents. Et juste pour bien comprendre, qu'est-ce que reçoit le soignant sur son téléphone ou alors sur sa tablette comme tu l'évoquais? Est-ce qu'il reçoit juste le bruit en provenance de la chambre 13 par exemple, ou est-ce que il a un message qui lui dit attention, chambre 13, chute probable, voilà le bruit à écouter? Alors c'est un mélange en fait de ces 2 éléments-là. Le soignant reçoit une alerte, donc le smartphone va qualifier la nature de l'alerte, retranscrire éventuellement si c'est un mot-clé qui est perçu, et encore une fois lui permettre de réécouter le son. Donc il y aura quelques secondes de son que le soignant va pouvoir évaluer lui-même, identifier lui-même, et on se rend compte que les soignants connaissent extrêmement bien tous les sons de toutes les chambres dont ils ont la charge et qui sont capables de comprendre immédiatement et là aussi de choisir d'intervenir extrêmement rapidement dans le cadre d'une chute lourde avec des cris d'un résident ou de mieux organiser leur travail finalement s'il s'agit d'un besoin un petit peu moins urgent, j'ai froid par exemple, qu'on peut rencontrer si une couverture tombe pendant la nuit. Et le taux de fiabilité des alertes, est-ce que tu peux nous le donner? Alors aujourd'hui, on est très serein sur cette capacité de détection des chutes, puisque les chutes sont enregistrées rigoureusement dans les établissements. Donc on peut se comparer à une base solide et réelle. Aujourd'hui, sur les chutes, là, par exemple, si sur les derniers mois, on a dépassé les 85% de détection des chutes, en sachant qu'on doit aussi tenir compte de certains événements enregistrés comme des chutes, qui n'en sont pas exactement, de résidents qui peuvent notamment s'asseoir au sol, bien sûr, donc sans faire de bruit, et qui ne vont pas appeler à l'aide non plus directement, puisqu'on serait aussi capable de percevoir les appels. Les alertes, j'imagine que ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que si par exemple un résident dort et qu'il n'y a pas de bruit, le personnel soignant ne va pas forcément aller dans la chambre, le déranger, le réveiller. Alors ça, c'était nous depuis le début, on s'est vu comme une bande d'ingénieurs, on avait besoin d'aller sur le terrain, et je crois qu'on a bien fait. Et j'en profite pour remercier nos expérimentateurs qui nous ont accueillis depuis le début. Ça nous a permis effectivement de bien comprendre comment articuler le service, le produit, et le rendre pertinent. Et c'est vrai que quand on a passé beaucoup de nuits dans les EHPAD et on continue à y aller, on s'est rendu compte qu'un des sujets de quasi-conflit, en tout cas très récurrent, c'était les passages relativement systématiques dans des chambres pour vérifier que tout va bien, ou notamment des soins qui ne sont pas forcément urgents, des changes par exemple la nuit. Donc le soignant va rentrer dans la chambre, réveiller une personne alors qu'il n'y avait pas de besoin urgent de le faire. Il y a des résidents que ça va énerver, on peut le comprendre, et ça va générer certains conflits. C'est désagréable aussi pour les soignants. Donc oui, on a travaillé beaucoup sur la qualification du sommeil, et on informe là en temps réel les soignants de l'activité éveil versus sommeil pour leur permettre justement de rentrer au bon moment dans des chambres pour des soins qui peuvent attendre. J'imagine que ça permet aussi de diminuer leur charge mentale, de ne pas avoir à aller voir 80, 100 résidents toutes les nuits, si tout va bien. Ouais, ça c'est aussi une des découvertes depuis qu'on a commencé à expérimenter. C'est vrai qu'on vient apporter de l'information et c'est un enjeu majeur. On a entendu parler de l'hypervigilance par l'un des cadres qui nous accompagne là, au CHU de Brest. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on observe systématiquement, c'est que parce qu'il faut comprendre tout ce qui se passe dans en gros 40 chambres par soignant, il y a un besoin d'attention mais qui est énorme et qui est épuisant. Et le service qu'on apporte là,
il contribue à diminuer un petit peu cette charge mentale, cette hypervigilance, et on est content et fier d'apporter un petit peu notre petit quelque chose dans l'amélioration de la qualité de vie au travail des soignants. L'intelligence artificielle est désormais courante sur tout ce qui est reconnaissance faciale. Il y a notamment des tests qui sont effectués par Amazon avec des paiements par reconnaissance faciale dans les magasins physiques. Mais la reconnaissance sonore, elle est un petit peu moins développée. Est-ce que c'est un challenge pour vous de vous lancer dans la reconnaissance auditive ? C'est sûrement un sujet qui continue à nous étonner en tout cas, puisqu'on se rend compte que le matériau qu'on utilise, le son, est quand même un matériau qui est extrêmement riche de beaucoup d'informations. Et c'est vrai que c'est étonnant que ce matériau-là ne soit pas davantage valorisé. Alors depuis qu'on a commencé, on se rend compte que si, il y a des exemples quand même d'utilisation du son comme matière première pour de la reconnaissance intelligente. Ça marche dans certaines industries. Il y a des ascenseurs maintenant qui sont équipés de capteurs qui vont comprendre des problèmes de maintenance parce que le son qu'ils font est différent. C'est valable aussi dans l'industrie automobile. Il y a une prise en compte de certains sons dans les passages de roues notamment. C'est des choses qui sont en train de se développer. Aujourd'hui, je pense qu'on a trouvé, nous, en tout cas, quelque chose qui est particulièrement intéressant dans l'univers du médico-social parce qu'on va comprendre beaucoup de choses. Et encore une fois, je pense que la similitude avec le parent qui surveille à distance son enfant est assez parlante. On comprend à peu près tout ce qui peut se passer dans une chambre en écoutant, en prêtant l'oreille. Et c'est finalement un petit peu le service qu'on ambitionne de rendre aussi, encore une fois avec une notion de sélectivité, parce qu'il y a une notion d'éthique qui rentre en ligne de compte aussi. Notre objectif n'est pas de tout comprendre dans la chambre, bien entendu, mais de comprendre des éléments qui amélioreront l'accompagnement. Vous avez effectué une levée de fonds de 4 millions d'euros en France. Alors, c'est beaucoup, mais finalement assez faible comparé à d'autres pays comme les États-Unis. À ton avis, pourquoi les levées de fonds sont si faibles en France ? Alors, moi j'ai l'impression que oui, on est plutôt content, enfin j'en suis même sûr, on est très content du montant qu'on a réussi à lever à un stade relativement précoce, puisqu'on avait 2 petites années. Pour l'anecdote, en plus, on a finalisé cette levée de fonds-là alors que le confinement s'abattait sur la France, donc ça a été un challenge supplémentaire. J'imagine. Mais on est très content de cette levée de fonds, alors parce que le montant était utile à ce stade-là du développement de l'entreprise, et on est content aussi parce que cette levée de fonds réunissait 3 intervenants. Donc il y avait un fonds tech qui s'appelle Innovacom, qui est un gros fonds national adossé au groupe Turenne, et puis un fonds orienté santé, un family office, Novinvest, qui donc est combiné avec le fonds de co-investissement de la région Bretagne. Et là, nous, c'était un attelage parfait, puisqu'on est attaché à la Bretagne, et on avait besoin de cette expertise à la fois technologique et à la fois du monde de la santé, et on se rend compte qu'on en bénéficie quasiment au quotidien de cet accompagnement par ces fonds-là qui sont à nos côtés très régulièrement et plein de bons conseils. Et sur la deuxième partie de la question, alors en sortant un petit peu plus du cadre d'Ozoaï, mais à ton avis, pourquoi est-ce que justement les levées de fonds comme ça sont globalement beaucoup plus faibles en France qu'elles peuvent l'être dans d'autres pays, notamment aux États-Unis ou dans d'autres pays anglo-saxons ? J'ai pas vraiment de clé pour expliquer ça. Moi, ce que je perçois quand même, c'est que les montants augmentent plutôt vite en France. Il y a beaucoup de structures qui viennent accompagner ça. Je pense que cette culture de l'entrepreneuriat, elle est quand même en train d'évoluer plutôt très vite. Moi, je l'ai observé à Brest notamment, où on voit quand même beaucoup de dispositifs qui viennent mieux accompagner. Et je pense que c'est sans doute une des parties de la réponse, c'est que aujourd'hui, la levée de fonds est peut-être mieux rentrée dans les mœurs, que les entrepreneurs y sont plus et mieux préparés, plus et mieux accompagnés aussi. Et je pense qu'il y a plus de fonds disponibles aujourd'hui en France qu'il n'y en avait il y a quelques années, où oui, les montants collectés et distribués étaient presque sans commune mesure. Je crois qu'on est en train de réduire le gap aujourd'hui. À quoi vous a servi votre levée de fonds du coup de 4 millions ? Alors, il y a un aspect financier évident, et ça c'est quelque chose qu'on a concrétisé dans le développement, donc essentiellement des salaires, puisque
Aujourd'hui, chez Ozo, nous sommes 25 personnes et qu'on en est vraiment au premier mois de la commercialisation. Donc c'est sûr que le paiement des salaires était directement lié à cette levée de fonds. Et donc la rapidité à développer nos algorithmes et le produit qu'on vend aujourd'hui, c'est directement lié à ça. Ça nous a permis aussi de gagner en ampleur et en visibilité. C'est un élément assez important quand même pour pouvoir aller rencontrer plus d'acteurs, pour les notions de prospection, pour les premiers clients aussi. Je pense que c'est rassurant pour des premiers clients de savoir que d'autres ont évalué, expertisé l'entreprise et le service rendu. Et peut-être surtout, parce que ça c'est la bonne surprise sans doute de notre expérience, c'est qu'on bénéficie régulièrement des apports des fonds qui nous accompagnent. Et là, je pense que ça a été aussi des éléments qui ont catalysé notre progression. Quand tu parles d'accompagnement, c'est quoi? C'est un accompagnement commercial, stratégique? C'est un accompagnement multidirectionnel et c'est ça qui est assez intéressant. Encore une fois, on a des gens à nos côtés. Alors il y a des boards très réguliers, au-delà de ça, il y a des échanges fréquents. Il y a des gens qui ont une grosse expertise de l'univers de la tech, de l'univers de la santé, de l'univers régional aussi. Et c'est des gens qui ont l'habitude d'accompagner des startups. Donc il y a des sujets que nous découvrons, qui ont déjà été abordés par d'autres entrepreneurs. Et là, par un effet de diffusion, on bénéficie quand même de conseils, de mise en relation, du réseau. Donc ça nous permet d'aller plus vite, certainement. Et de faire beaucoup moins d'erreurs aussi, je crois. Tu parlais d'aller plus vite, justement, quand on fait une levée de fonds. Derrière, le but, c'est de croître relativement rapidement, ou en tout cas le plus rapidement possible. Pour ça, j'imagine que vous recrutez. Oui, on recrute en continu. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que vous intégrez justement les profils qui rejoignent votre équipe? Alors, la caractéristique d'Ozo, c'est que quand on a monté le projet, on était donc 4 cofondateurs dans 4 lieux différents, Grenoble, Toulouse, Brest, et moi à l'époque j'étais à Barcelone, que j'ai abandonné depuis. L'idée, c'était qu'on voulait permettre le télétravail, donc là, avant même la pandémie. Et c'est vrai que ça nous avait sans doute bien préparé à la situation de crise qu'on a connue, et ça nous a facilité les recrutements, puisqu'on offrait à nos jeunes recrues la possibilité d'exercer un peu où ils voulaient. Donc ça a été un des éléments qu'on a mis en place, qui est compliqué à gérer, la distance. Je pense que toutes les entreprises aujourd'hui se rendent compte que c'était bien le confinement, mais c'est bien quand ça s'arrête aussi, et si on peut se retrouver, c'est mieux. Donc aujourd'hui, on a entériné une nouvelle phase finalement de la vie de l'entreprise. On emménage dans des bureaux là sur le port à Brest le mois prochain. Ça va nous permettre de fédérer plus facilement les équipes. Il y a quand même un gros barycentre ici à Brest. Et donc on va se servir aussi de cette équipe déjà constituée pour continuer à agglomérer, attirer du monde. Je pense qu'on a quand même des choses à faire valoir, nous, sur le territoire pour attirer du monde, même depuis l'extérieur. Et si je reprends la question, je m'en suis un petit peu éloigné, on intègre avec des outils assez simples qu'on a mis en place, mais finalement on a pour objectif chez Ozo de faire confiance très rapidement. On privilégie une certaine forme d'audace, donc on aime bien que les derniers arrivants viennent encadrer les nouvelles recrues. Donc les derniers arrivants encadrent les nouvelles recrues, et c'est vrai que ça permet une diffusion de l'information qui est sans doute assez fluide, puisque chacun vient capitaliser. On a une espèce de guide là, qui est alimenté par chaque nouvel arrivant et qui nous permet de transmettre, de diffuser la culture de l'entreprise, qui est un gros sujet aujourd'hui pour nous. Après 3 ans d'existence, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on veut institutionnaliser, sûrement un petit peu plus qu'on l'avait fait. Et c'est un des enjeux, certainement, de la croissance pour les prochains mois. 25 personnes, ça commence à faire du monde. C'est un petit peu plus difficile de parler avec chacun tous les jours. Donc il faut qu'on arrive à être performant sur ces sujets-là aussi. Vous travaillez donc sur 3 sites, donc Brest, Toulouse et Grenoble. Est-ce que c'est difficile, du coup, encore plus à distance, de coordonner les équipes ? Alors oui, c'est sûrement un petit peu plus difficile que si on était tous en local. Je pense qu'on a quand même beaucoup d'outils là qui se sont bien développés, que tout le monde s'est approprié au cours des dernières années, qui facilitent quand même considérablement ce côté distanciel, asynchrone de l'information. La visio nous rapproche. Donc c'est quand même relativement facile de rythmer. On a choisi aussi d'organiser nous des rassemblements réguliers, parce qu'on se rend compte que
la distance, même si elle est moins importante qu'elle ne l'aurait été dans des mêmes implantations il y a 10 ans, oui, on perd un petit peu d'informations, on aime bien créer du lien, donc on essaie de rassembler les gens régulièrement, et on fait ça essentiellement à Brest jusqu'à maintenant. Je pense que nos nouveaux bureaux seront un bon moyen aussi de limiter ça, mais ouais, on est assez partisans, on reste partisans quand même de l'échange physique. C'est sans doute une mentalité de vieux commercial qui m'anime. C'est vrai que la rencontre est souvent utile pour faire passer efficacement de l'information. On va faire appel à ton côté commercial. Justement, tu nous disais tout à l'heure que la phase de commercialisation s'était ouverte il y a quelques semaines. Est-ce que tu peux nous dire comment se déroule cette étape ? Alors, je pense que nous, on avait depuis le début voulu commercialiser vite. Là, je ne sais pas si c'est commercial ou bon sens paysan breton, mais ouais, c'était quand même un objectif, même si on a fait une levée de fonds, on n'a jamais perdu de vue qu'il faudrait qu'on commercialise, qu'on rentre du chiffre d'affaires et qu'on trouve des clients. Donc on a commencé à prospecter finalement très tôt, même durant la phase où on a recherché des expérimentateurs. On a sollicité les gens qu'on rencontrait pour aller rencontrer d'autres entreprises similaires ou groupes d'établissements similaires. Et on a réussi à nous faire un petit peu connaître. Et là aussi, je pense que la levée de fonds a été un élément assez important. Ça nous a permis de mieux nous faire connaître dans l'écosystème. L'intérêt de la région Bretagne, c'est aussi que c'est un formidable une formidable caisse de résonance. Je pense qu'on a là aussi bénéficié de mise en valeur par le Technopôle, par exemple, par d'autres dispositifs qui nous environnent et qu'on a été identifié par des acteurs qui sont venus nous voir. Il y a un élément qui a joué aussi en notre faveur, c'était qu'on a été lauréat d'un prix l'été dernier, donc la Bourse Charles Foix, qui récompense une innovation dans l'univers du bien vieillir. Et ça nous a donné une vraie visibilité, alors qu'on n'avait pas été la chercher réellement auparavant. Donc là on a bénéficié aussi d'une caisse de résonance au niveau national, avec des retombées presse et des acteurs qui suivent ce type de concours-là pour y puiser finalement des innovations qu'ils vont déployer dans les prochains mois. Et là, du coup, vous commercialisez pour l'instant uniquement sur les établissements qui vous ont permis de tester la solution, ou est-ce que vous commencez à commercialiser sur d'autres ? On a déjà commencé à commercialiser. Il y a des établissements, alors par exemple en Bretagne, j'ai en tête le pôle Saint-Hélier qui est à Rennes, qui est une structure remarquable à beaucoup de titres pour les soins certainement qu'ils dispensent, et également parce que c'est des gens qui s'intéressent beaucoup à l'innovation et qui nous ont fait confiance à un stade finalement précoce. Et puis on commercialise maintenant à travers la France, au travers de différentes structures. On va se déployer, mais le contrat est signé dans des structures de l'AP-HP, les hôpitaux de Paris aussi. Voilà, donc on est vraiment déjà sur tout le territoire national. Vous vous êtes orienté sur un service d'abonnement type SaaS, donc est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et pourquoi ce choix, et quelles étaient les autres possibilités ? Alors, c'est vrai que nous, en fait, on est allé sur ce modèle d'abonnement pour, je vais dire, 2 grandes raisons finalement. L'un, c'est que c'est une facturation qui est un peu plus simple pour tout le monde à comprendre en tout cas. On achète ce qu'on utilise, et une fois qu'on l'arrête, finalement, les frais s'arrêtent. Donc pour nous, c'était une façon de commercialiser avec un message relativement simple et compact. Et c'est aussi quelque chose qui correspond bien à notre modèle de coût, parce que, comme je le décrivais tout à l'heure, on a besoin de puissances de calcul qui sont aujourd'hui sur le cloud. Le cloud, c'est fondamentalement des coûts récurrents qu'on vient utiliser en fonction de nos besoins. Donc voilà, c'est finalement la répercussion aussi du modèle économique, de nos achats finalement, pour beaucoup, qu'on diffuse sur ce modèle d'abonnement auprès de nos clients. Donc c'est de la location de matériel, une fois que l'hôpital arrête de l'utiliser, il vous le rend Oui, c'est ça. Nous là je veux insister sur ce point-là. Fondamentalement, le matériel chez nous, c'est une faible part de la valeur ajoutée qu'on apporte. C'est bien les algorithmes qu'on travaille et le traitement qui est fait au quotidien qui vient constituer la vraie valeur de l'entreprise et qui est l'information qu'on fournit. Le soin aux personnes âgées, c'est un sujet important en France, mais pas exclusivement. Ça se répand dans tous les pays occidentaux et asiatiques où on voit que la population a tendance à vieillir.
Est-ce que vous allez tout de suite aller vers un développement international ou est-ce que vous vous concentrez dans un premier temps sur la France, quitte à vous exporter derrière ? L'objectif de l'international, il est très clairement identifié depuis longtemps. Là aussi, il y a des accompagnements en plus qui nous stimulent régulièrement avec la BPI au niveau de la région, le Technopôle également. On est câblé pour ça parce que les 4 cofondateurs ont des expériences assez significatives à l'international. Donc il y a une ambition. On ne va pas y aller trop vite parce qu'il y a des enjeux aussi de difficulté de la commercialisation. On veut y aller rapidement, c'est sûr, sans précipitation non plus. Aujourd'hui, on a des premiers clients à servir, des prospects essentiellement en France. Mais je pense que 2022 sera l'année où on entamera plus concrètement cette phase de réflexion sur l'internationalisation. Donc quasiment demain, quoi. Dans pas longtemps, c'est sûr. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux startups sur comment se faire connaître nationalement et internationalement ? Alors internationalement, non, là j'ai pas de leçons à donner encore. Bon, nationalement, je pense que notre expérience, c'est que on a été économe sans doute des moyens de communication, jusqu'à maintenant en tout cas. Mais oui, je pense qu'on a bénéficié vraiment de l'éclairage de certains concours qui ont été bien relayés dans la presse. Le sujet dont on parle chez Ozo intéresse beaucoup de gens, effectivement. Hein. Je pense qu'on a eu les faveurs régulières de la presse locale, nationale et d'autres médias, dont vous faites partie. Je pense que c'est quelque chose qui s'installe progressivement. L'aspect, encore une fois, levée de fonds nous a étonnés là aussi, hein, dans cette capacité à nous faire connaître. Donc je pense qu'il n'y a pas de recette miracle, mais c'est un travail quand même progressif. Et je crois que nous, en tout cas, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est aussi les témoignages finalement des premiers utilisateurs, expérimentateurs et aujourd'hui premiers clients. C'est ça quand même qui véhicule un message assez solide sur lequel on peut construire quelque chose. Tu nous parlais du prix de la bourse Charles Foy tout à l'heure, mais hier, 16 novembre, vous avez aussi reçu un autre prix, le prix Made for Edge, donc qui récompense des entreprises qui renforcent l'innovation dans la santé et le bien vieillir. Donc c'est AG2R qui est partenaire de ce prix et qui vous offre donc son soutien financier et son appui. Qu'est-ce que ça va changer pour vous ? Qu'est-ce que ça va vous apporter concrètement ? Alors là, c'est une excellente nouvelle, effectivement, très récente. Et merci. Et félicitations d'ailleurs. Merci beaucoup et merci à AG2R de croire en nous. Donc là, ça va nous permettre de développer un module un petit peu spécifique avec des partenaires, dont, encore une fois, le CHU de Brest. On va viser la détection précoce de l'agitation dans les chambres de certaines unités protégées, donc qui hébergent des personnes âgées souffrant de la maladie d'Alzheimer notamment, où il y a des phénomènes d'agitation qui peuvent s'installer. S'ils sont détectés précocement, c'est ce qu'on croit qu'on peut faire, ce qu'on pense qu'on va pouvoir démontrer. S'ils sont traités précocement, sont beaucoup plus faciles à traiter, les personnes sont apaisées plus rapidement, et c'est beaucoup plus facile aussi pour les soignants. Donc c'est quelque chose qui est un phénomène assez fréquent, qui est difficile aujourd'hui à appréhender, encore une fois, à distance. Notre technologie doit permettre d'identifier avant qu'une crise ne s'installe et qu'elle ne soit difficile à calmer. Donc ça c'est l'enjeu de cet appel à projet qui va nous permettre aussi de nous déployer dans de nouvelles unités. Donc ce que j'entends, c'est qu'avec un petit peu de développement, votre solution elle peut répondre à un certain nombre de problèmes qui sont liés au médical. Oui, alors on a beaucoup de pistes de réflexion aujourd'hui. Hein. C'est vrai que le service qu'on rend, il est aujourd'hui très lié à la sécurisation des personnes et à la qualité de vie des soignants. Il y a un enjeu plus de santé derrière, avec des capacités d'appréhension, de compréhension, de quantification éventuellement de certains symptômes. Donc c'est attirant, on y réfléchit avec plusieurs centres hospitaliers. On y va calmement aussi parce qu'on sait que c'est des enjeux compliqués, longs, mais oui, il y a des premières pierres dans l'édifice d'application plus santé de notre technologie, de notre service, et on espère qu'on va les développer. Encore une fois, notre enjeu principal aujourd'hui, il est celui de la commercialisation d'un service qui tourne déjà,
qui rend quotidiennement des services. Et oui, on sait que la technologie, là, elle est capable de se muscler au fur et à mesure. Et c'est un des enjeux aussi des prochains mois et des prochaines années sans doute. Et votre ambition, c'est de continuer à croître dans le domaine médical, ou est-ce que vous envisagez de sortir de ce secteur d'activité, parce qu'on l'évoquait tout à l'heure, la reconnaissance de son, ça peut s'appliquer à plusieurs secteurs d'activité. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la personne fragile ou les personnes fragiles, parce qu'il y a beaucoup de typologies, bien sûr, de personnes qu'on accompagne déjà. Encore une fois, dans les EHPAD et dans des foyers pour personnes handicap, on n'a pas du tout les mêmes comportements, on ne rend pas exactement les mêmes services. Et on sait qu'on a beaucoup de nouvelles briques à développer, beaucoup de services à rendre. On continue à échanger avec les soignants, avec les résidents, avec les usagers, pour comprendre ce qui peut être utile. Et on a déjà une to-do list qui est solide. Non, je pense qu'on n'ira pas dans d'autres domaines de sitôt. Ça marche. Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements sur Roseau AI. On va passer aux questions plein phare. Donc la première, quel est ton endroit préféré en Bretagne ? Alors c'est moi, dès qu'il y a une bonne tempête et que je suis au bord du littoral, en général je suis content. Il y a un endroit que j'aime bien quand même citer, c'est quand je reviens vers Brest depuis la nationale de Nantes, là par exemple. C'est le panorama qui, au-dessus du Fou, permet de contempler la rade de Brest. Celui-là, en général, il me fait plaisir. Je peux que être d'accord avec toi. Qu'est-ce que c'est pour toi être breton ? C'est quelque chose que j'ai découvert assez tardivement. Je pense, moi, j'ai découvert ça quand j'étais étudiant, que j'ai rencontré des Erasmus étrangers ici et que je les voyais un petit peu contents d'être ici, en fait. C'est à ce moment-là, je crois que j'ai vraiment réalisé la chose. Et puis après, moi, breton, j'ai réalisé qu'est-ce que ça signifiait. Ça signifiait quand même un gros attachement au territoire. Je me suis expatrié pendant longtemps, j'ai beaucoup voyagé dans mes vies précédentes et j'ai rencontré beaucoup de Bretons littéralement aux quatre coins du monde. Ouais, c'est un petit peu comme ça que je le définirais quand même, c'est aussi cet attachement presque pathologique à notre coin là, du monde. Comme pratiquement tous les Bretons qui sont partis faire un petit tour à l'étranger ou dans un autre endroit de France, tu es revenu au bercail. Oui, ça c'était un objectif depuis longtemps et c'est vrai que la création d'entreprise là, a été un bon accélérateur. Une bonne excuse. Une bonne excuse. Et pour finir, quelle est selon toi l'entreprise à suivre en Bretagne ? Il peut aussi y en avoir plusieurs, souvent c'est une question difficile. Alors ce matin j'ai participé à un forum des jeunes pousses du Technopôle, il faudrait que je sorte la liste de tous les intervenants là. Non mais c'est vrai que j'en ai découvert, il y en a beaucoup qui me semblent intéressantes. Il y a l'entreprise Foil & Co, là, pas très loin non plus du Fou, qui me semble époustouflante parce que je trouve qu'avoir développé une industrie de la production qui s'exporte aussi bien, aussi vite, c'est quand même époustouflant. Qu'est-ce qu'ils font exactement ? Alors c'est des producteurs de foil notamment, donc ils ont des savoir-faire particuliers sur des technologies qui impliquent la production de foil, donc c'est en carbone essentiellement, donc un savoir-faire très particulier qui est utilisé dans les sports nautiques. Je ne suis pas un gros familier de ces sports-là, mais planche à voile, kitesurf et d'autres. Et ce qui est remarquable, c'est que c'est produit localement et exporté déjà dans le monde entier. L'entreprise est en hyper croissance et a développé un savoir-faire qui est quasi unique et en tout cas rare aujourd'hui dans l'écosystème. Il y a d'autres entreprises, moi, que je trouve remarquables dans l'outil industriel. Je pense à Cadieux Industries, qui est à Locronan, qui fait notamment des portails. C'est une entreprise qui regroupe presque 700 personnes aujourd'hui, qui s'est développée massivement en 20 ans et qui est dirigée par Emmanuel Cadieux, qui a une personnalité là aussi remarquable et qui a su faire de son entreprise vraiment un territoire d'innovation constante. Et je trouve que c'est impressionnant. Et puis il y a beaucoup de plus petites entreprises, en tout cas plus récentes entreprises, du domaine de MedTech, de la santé, là, avec lesquelles on interagit un petit peu, mais qui sont impressionnantes aussi. Donc moi, j'ai l'impression tous les jours de découvrir de nouvelles idées locales, là, et je crois que c'est très bon signe pour les nouvelles implantations, parce qu'il y a beaucoup qui est fait ici pour accompagner, et qu'il y a beaucoup d'énergie entrepreneuriale, et ça fait plaisir à voir.
Bon, et Kadiou, je crois qu'il va vraiment falloir qu'on aille les rencontrer parce que tu es loin d'être le premier à nous les citer dans les entreprises à suivre. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur les réseaux sociaux et nous donner le site de Ozo.ai? Alors aujourd'hui, on est peu actif sur les réseaux sociaux. Quelques nouvelles sont transmises sur LinkedIn. Notre site internet, c'est www.ozo-ai.com et on va s'améliorer en la matière dans les prochains mois. Ça marche, on remettra l'adresse du site dans les notes du podcast. Un grand merci Philippe de nous avoir permis d'enregistrer cet entretien. Merci beaucoup. Merci à vous, au revoir. Un grand merci à Philippe Rogdas qui nous a présenté les coulisses d'Ozo.ai et le fonctionnement de leurs produits Harry. Nous espérons que cet épisode vous a plu également. Si vous souhaitez continuer cet échange avec Philippe, vous pouvez retrouver les liens du site d'Ozo.ai et ses réseaux sociaux dans les notes du podcast. Merci à vous pour votre écoute. On se retrouve non pas dans 15 jours, mais début janvier pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Instagram, LinkedIn, Facebook et Twitter ou sur notre site pleinphare-podcast.fr. N'oubliez pas de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite si l'épisode vous a plu. On vous dit à très bientôt et on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année.